Par contre, ce sont des terres systématiquement qui ne sont pas exploitées par les grands terratenientes, les grands propriétaires terriens. Qui sont les descendants un peu des grandes familles de colons, non Oui, évidemment, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est un peu, quand même, on va dire, on perpétue un peu quand même le système colonial hérité avec ces grands propriétaires qui sont arrivés à l'époque, qui ont accaparé, parce que apparemment ce sont des terres, des centaines d'hectares, ils ont des... mais c'est des terres, on met des jours à faire d'un bout à l'autre. Oui, voilà, ils ont des... Non, mais c'est hallucinant. Mais la question de la répartition des terres en Amérique du Sud, c'est une question mais brûlante. Voilà, exactement. C'est une question brûlante. Donc du coup, Chavez s'attaquait mais vraiment à un gros morceau avec sa réforme agraire. Donc sa réforme agraire, elle avait pour plusieurs objectifs. Elle avait le premier objectif, c'est la justice pour les petits paysans. C'est-à-dire, il était normal qu'il y ait des gens, quelques familles qui détiennent des terres immenses au Venezuela et des petits paysans qui galèrent avec leurs petits lopins de terre. Ça, c'était premier. Et deuxième objectif, aboutir à l'autosuffisance alimentaire. Il faut savoir que le Venezuela, c'est un pays qui exploite du pétrole depuis un siècle, en gros. En fait, depuis 1920. Et donc, avant cette période-là, le Venezuela était un pays comme les autres, comme la Colombie par exemple, puisque c'est à peu près la même structure institutionnelle, la même histoire, et donc ils exploitaient à peu près de tout à l'époque, y compris l'agriculture, c'est un pays agricole, etc. Et en fait, dès qu'ils ont découvert ce pétrole, et qu'il y avait des masses très importantes de pétrole, ils ont délaissé totalement ces secteurs. Et donc là, la production pétrolière a pris une place immense dans l'économie. Donc en fait, Chavez se retrouve avec entre les mains un État qui ne sait faire qu'une chose, c'est exploiter le pétrole. D'accord. Et 90% des produits alimentaires sont importés. Ah, d'accord. Vous voyez en fait. Et ce qui coûte en plus extrêmement cher alors, puisqu'on importe tous ces produits. Ça coûte extrêmement cher, bien sûr, mais tous ces produits. Moi, je vais vous donner par exemple, un exemple très concret. Vous allez au Venezuela, vous prenez le taxi. Et vous faites le trajet depuis l'aéroport qui se situe sur la côte jusqu'à Caracas, qui est dans les vallées qui est entourée, comme je vous l'ai dit, par les montagnes. Et pour ça, il faut monter 30 minutes. Et en fait, le taxi est extrêmement cher, alors que l'essence est quasiment gratuite, moins cher que l'eau. Donc moi je demande au taxiste, au conducteur de taxi, au chauffeur de taxi, je dis mais pourquoi en fait c'est aussi cher, naïvement. Et il me dit parce que les pièces de rechange sont importées et qu'elles coûtent extrêmement cher. En réalité, le fait que le Venezuela ne produise rien, ne soit capable de rien produire, c'est un problème vraiment structurel de l'économie vénézuélienne qui est même l'explication fondamentale de l'inflation. Inflation qui est un argument majeur pour critiquer Chavez, mais dont il n'est absolument pas responsable. Du coup, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous explique l'inflation ? Justement, non, mais voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que la réforme agraire, il force les paysans, il reprend les terres. Voilà, donc autosuffisance alimentaire. Avec sa réforme agraire, donc cette nouvelle répartition des terres, il cherchait à atteindre un niveau de production agricole suffisamment important pour pouvoir être autosuffisant. Il n'y est pas du tout arrivé. Du moins, maintenant, on estime qu'environ 60 à 70% des produits, des biens alimentaires qui sont importés, Donc il a fait baisser la part. Il a fait baisser en partie la part de biens importés, alimentaires importés, mais pas suffisamment pour être autosuffisant. Demi-échec. En revanche, sur certains secteurs, comme par exemple le lait, comme par exemple le riz, ils ont quasiment une autosuffisance sur certains produits particuliers. Sinon, ça reste quand même assez... c'est un processus qui est long dans tous les cas. C'est-à-dire que Chavez s'est lancé dans des réformes qui sont tellement importantes du point de vue de l'histoire du Venezuela, de l'histoire d'une nation, qu'il ne pouvait pas le faire dans le temps qui lui était imparti. C'est-à-dire que analyser le bilan d'Hugo Chavez, dire voilà, on va prendre ces chiffres et on va dire si Chavez était bien ou pas. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner, parce que ce qu'il a mis en place, les graines qu'il a semées, elles vont être récoltées plus tard. Et ça, c'est le vrai bilan d'Hugo Chavez. C'est qu'est-ce qu'il a fait concrètement. Pas quel est le résultat immédiat de ce qu'il a fait. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas mesurer le résultat d'une réforme agraire qui a 10 ans. Tout de suite, là, on peut dire, bon, c'est désorganisé. Moi, dans ma thèse sur le système de santé,
Si vous la lisez, elle est en ligne, gratuitement. J'explique très clairement que le système de santé vénézuélien est totalement anarchique dans son organisation, mais que les intentions, les directions qui sont données sont globalement les bonnes par rapport à ce qui a été fait en Colombie et qui est le néolibéralisme total, privatisation de tout, donc la santé gérée par les assureurs privés. Et le Venezuela, au contraire, a fait le choix inverse. Inverse, public, Public, gratuit, une universel. sécurité sociale, d'accord. Mais ça, les résultats de ça seront mesurés plus tard, Mhm. obligatoirement. Bah, déjà, il y a un chiffre quand même qu'on peut mettre, on va dire, à son bilan, c'est qu'il a fait reculer la pauvreté au Bien Venezuela. sûr. Donc la pauvreté est passée de 50% à 25%, pauvreté extrême de 25% à 8%. Il a fait reculer le taux de pauvreté, ça c'est une réalité. Certains diront qu'il y a le problème du seuil. La personne est peut-être passée de 2,1 $ par jour à 1,9 $ de 1,9 à 2,1. À un moment donné, il faut essayer de mesurer quelque chose, et donc on établit des seuils, forcément. Mais le chiffre en soi, l'évolution du taux de pauvreté est extraordinaire. Personne n'a réussi à faire ça dans les pays en sous-développement. Moi, je demande qu'on me montre un exemple de quelqu'un, d'un dirigeant qui arrivait à atteindre ces chiffres en 10 ans. Un chiffre aussi qui est intéressant, c'est l'IDH. L'indice de développement humain. L'indice de développement humain qui est composé de la santé, avec l'espérance de vie à la naissance, le revenu, avec le PIB par habitant, et l'éducation avec le taux d'analphabétisme. Cet indice a littéralement explosé. Il est passé dans la catégorie des pays les plus développés d'Amérique du Sud, alors qu'il était les moins développés. Avant Chavez, il était tout en bas. Mais ce qu'il faut nuancer dans cet indicateur, l'IDH, l'indice de développement humain, c'est que c'est surtout la composante revenu par habitant et la composante taux d'analphabétisme qui a fait exploser l'IDH. La composante santé, en réalité, depuis 50 ans, si vous voulez, le taux de croissance, c'est le même. Enfin, vous voyez la pente de la courbe de l'espérance de vie à la naissance ne s'est pas modifiée avec Chavez. Peut-être le fera-t-elle plus tard, mais c'est une critique qu'on peut faire aussi du système de santé vénézuélien. C'est ce que je fais dans ma thèse. Donc on a ces indicateurs, on a aussi on a l'indice de Gini, les inégalités, qui est très utilisé en économie. Donc cet indice de Gini, il place le pays, fait passer le Venezuela des pays les plus inégalitaires d'Amérique du Sud au pays le moins inégalitaire d'Amérique du Sud. Cet indice de Gini qui mesure l'écart entre les revenus les plus hauts et les revenus les plus bas dans un pays. D'accord. Donc la politique de Hugo Chavez, globalement, a eu cet impact immédiat sur la répartition des revenus et sur essayer de juguler la pauvreté. Ça, c'est incontestable. Mais encore une fois, sur les questions économiques lourdes comme l'inflation, comme l'indépendance alimentaire, comme l'industrialisation du pays sur d'autres secteurs que le pétrole, sur tous ces points-là, il était impossible que Chavez réussisse. Il n'y a pas assez de temps pour des réformes qui sont vraiment de fond, quoi, presque structurelles. Ce qu'il a fait, donc la résorption des inégalités et la pauvreté, c'est des choses qu'il a réussi à résoudre parce qu'en fait, c'était dans l'urgence. Il a mis des pansements. D'accord, donc la santé gratuite, l'alimentation gratuite. Alors oui, voilà, alors ça, pareil, on pourrait faire une petite parenthèse sur cette mission d'alimentation, puisqu'il ouvrait donc, si j'ai bien compris, des magasins qui étaient des magasins d'État dans les quartiers dans lesquels on achetait en fait, de la nourriture qui était subventionnée quelque part. En fait, alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs composantes dans cette mission d'alimentation. La composante la plus directe, c'est une mission en fait où l'État finance donc des mères de famille pour qu'elles cuisinent pour l'ensemble du quartier. Ah d'accord. Alors attention, ce que je dis là, c'est très intéressant, c'est très important. C'est-à-dire que donc des mères de famille qui n'ont pas d'emploi vont s'organiser, par exemple 3 mères de famille dans un quartier qui s'entendent bien, disent un dimanche au conseil communal, quand je vous ai dit, quand ils se réunissent le quartier, tenez, nous si vous voulez, nous on peut cuisiner pour l'ensemble du quartier. Donc ça, c'est une mission. Donc l'État donne des ustensiles de cuisine, tout le nécessaire pour cuisiner, donne de quoi lancer le truc, c'est-à-dire les premiers aliments, etc., les aliments de base. Et donc les femmes cuisinent pour 500 personnes chaque jour.
à midi, C'est énorme. gratuitement. Et ces personnes sont choisies parmi les plus pauvres du quartier. Ça, c'est une première composante de cette mission d'alimentation qui est très importante, que moi j'ai constaté in situ, et c'est magnifique. Ah, c'est extraordinaire. Par contre, pour ça, il faut aller dans les bidonvilles. Et là, dans les bidonvilles, pour y aller, Faut connaître quelqu'un. faut connaître. Faut pas y aller comme ça. Hein. Mais en gros, donc il y a ça, mais aussi la deuxième composante, c'est Mercal, c'est-à-dire le marché socialiste. Donc là, par contre, ce sont des magasins. Voilà, les fameux magasins. Donc ce sont des magasins, quand on y rentre, c'est un supermarché en fait. Simplement, c'est un supermarché où les produits qui sont proposés sont des produits subventionnés, produits au Venezuela, le riz, etc. Machin. Ce sont ces fameux magasins dans lesquels les aliments ont un article de la Constitution qui est imprimé sur le sachet. D'accord, petite précision. Ça, c'est le Mercal. Et donc les prix sont très bas. Et puis aussi, il y a un système de lien direct entre le producteur et le magasin, sans intermédiaire, qui fait qu'il peut se permettre aussi de faire ce prix bas. Enfin, il y a plusieurs mécanismes qui rentrent en compte. Et ça, c'est assez unique d'avoir nationalisé le système de distribution alimentaire. Bien sûr. La Libye, on sait, de Kadhafi le pratiquait aussi. Oui, bien sûr. Et puis Chavez a nationalisé une filiale de Casino. D'accord. Il y a quelques années. Ah, mais ça avait fait un peu de bruit en France. Exito, ouais. Oui, d'accord, oui, je me souviens une de filiale cette de affaire. Casino, lui a dit, bah ça maintenant c'est à nous. Ça n'aura pas plu, effectivement, à la direction de Casino. Bah Ça imaginez me un fait- peu. Mais ça, c'est excellent. C'est vraiment l'État qui est l'État fort, quoi. Bon, bah, on a besoin. Alors attention, on a un État fort. On a un État fort, mais on a un État fort qui n'est pas si fort que ça en fait. D'accord. Parce que l'État vénézuélien, c'est un État, comme je le disais, avec une corruption assez forte. Il n'a pas réussi à éradiquer la corruption. Non, il n'est pas arrivé, mais ça c'est vraiment quelque chose de... Enfin là, c'est une tâche titanesque. Mhm. Tous les États sud-américains sont corrompus globalement. Donc il y a cette corruption qui est très forte, il y a des directives qui ne sont pas appliquées, il y a aussi l'opposition dans cette bureaucratie, des gens qui font barrage. Ça existe, ça. Bien sûr, Ça se bien voit sûr. dans toutes les révolutions. On en parlera, de toute façon, l'opposition aussi, ça c'est très important. Bien aussi. sûr. Donc les gens qui font barrage pour ne pas appliquer les lois, etc. Donc Chavez est un président qui a une autorité morale, une autorité idéologique sur son peuple, mais qui ne tient pas les leviers du pouvoir comme on pourrait le penser, d'une main de fer et fermement, et qui conduit son pays comme une Ferrari. C'est pas du tout ça le Venezuela. Le Venezuela, c'est un président qui a les meilleures intentions du monde, Hugo Chavez, et qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec l'État dont il a hérité. Et c'est un État qui est une sorte de gros machin, qui est très difficile à conduire. Qu'il a déjà beaucoup réformé, on sent. Qu'il a essayé de réformer en profondeur, très en profondeur, sans y être parvenu totalement. Il a réussi à mettre des pansements sur certaines plaies sociales qui étaient très vives depuis des siècles. Il a réussi à faire ça, c'est magnifique, c'est très beau. Mais sur l'essentiel, le travail est encore à faire par Maduro. Donc voilà. Alors justement, Maduro, alors venons-y justement, parce que c'est aussi le nouveau président, et on avait décidé de comparer un peu les deux styles. Alors, c'est quoi la différence? Parce que Maduro étant, si j'ai bien compris, le dauphin naturel de Chavez, c'est un peu l'héritier. Alors oui, c'est l'héritier. Oui, c'est l'héritier, bien sûr. Alors c'est l'héritier, disons qu'il a été ministre des Affaires étrangères pendant plusieurs années, au moins 5 ou 6 ans. C'était quelqu'un qui était avant ça président de l'Assemblée nationale, qui a été député de l'Assemblée nationale, qui a été député dans l'Assemblée constituante. Et avant ça, il était syndicaliste. Il était chauffeur de bus syndicaliste. Et avant ça, en 92, il était impliqué dans les mouvements, c'est-à-dire dans les mouvements révolutionnaires, mais dans le civil. À l'époque où Hugo Chavez se levait dans un mouvement militaire, Lui était du côté des civils. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui connaît Chavez depuis très longtemps, depuis la prison, depuis 93. Et donc cette personne, c'est une personne, donc c'est un révolutionnaire, comme dit Chavez, à carta caballo, c'est-à-dire 100% fiable. D'ailleurs sinon il n'aurait pas nommé successeur. Et donc à sa gauche,
dans le dernier discours d'Hugo Chavez, à sa gauche, il y a Maduro. À sa droite, il y a Diosdado Cabello, qui est un militaire. Diosdado, Dieudonné, ça veut dire, ça s'invente pas. Donc à sa droite, à sa gauche, il y a Maduro, à sa droite, il y a Diosdado. Dans son dernier discours. C'est le discours où il va adouber Maduro. Et donc, le problème qu'on peut voir actuellement, enfin qu'on pourra voir dans l'avenir, à mon avis, s'il y a une ligne de fracture dans le Parti socialiste unifié du Venezuela, c'est à ce niveau-là. C'est entre l'armée et Maduro qui représente la totalité du mouvement pour l'instant, mais qui peut-être plus tard verra une partie de l'armée entrer en dissidence. C'est possible. Parce que Maduro représente la branche assez radicale de la révolution et sa partie civile. C'est pas un militaire, Maduro. Donc pour l'instant, il a l'aura d'Hugo Chavez, c'est sûr. Donc il tient l'armée. On le voit d'ailleurs, puisqu'il a fait descendre les militaires pour lutter contre l'inflation, protéger les prix. Il a fait descendre l'armée dans les quartiers. Oui, dans les mesures. Alors récemment, pour lutter, contre la violence. Il a imposé des prix bas, c'est ça Oui, bien sûr, pour surveiller les prix pour pas que les autres se gavent, voilà. En gros. Donc l'armée, bon, c'est du spectaculaire, hein, c'est pas le soldat qui va... Mais c'est aussi parce qu'il y a des échéances. Là, le 8 décembre prochain, les municipales, et qui vont définir vraiment, enfin qui vont montrer réellement la popularité de Maduro. C'est des élections super importantes. Moi là pour l'instant ce que je vous dis c'est de la spéculation. Ça marche pas, ça fait que 6 mois, un peu plus de 6 mois. On est dans la spéculation, le 8 décembre on sera fixé, on saura si réellement si Maduro a perdu sa base électorale, a gagné, comment il est perçu dans le pays. C'est pour ça que les élections du 8 décembre, il faut être très attentif à leurs résultats. Mais donc Maduro ne représente pas en soi intrinsèquement et par son parcours l'armée. Or, la particularité de la révolution bolivarienne qu'a réussi à développer Hugo Chavez se fonde sur l'union civico-militaire. C'est l'élément prédominant. C'est-à-dire que, enfin je sais pas, on peut peut-être en parler maintenant de bien sûr, parlons-en. L'idéologie d'Hugo Chavez. Évidemment, parlons-en. Le socialisme du XXIe siècle, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, c'est une partie démocratique, redistribution du pouvoir pour les gens, le peuple. Et la deuxième partie, c'est nationalisation des grandes entreprises, hydrocarbures, gaz, etc. Le Venezuela est le 4e producteur de gaz au monde. Ah ouais. Alors, premier producteur de pétrole, 4e de gaz. Ils sont assis sur un trésor. C'est le cas de le dire. Donc ça c'est l'utilisation de ça pour les programmes sociaux. Tout en promouvant au niveau des individus la propriété privée. Attention, c'est pas l'école cause au Venezuela. Chavez s'est toujours défendu d'être communiste. Il disait, nous c'est le socialisme, un socialisme armé, enfin qui se défendra en cas d'agression. C'est un socialisme qui recherche la justice sociale, mais on veut pas, enfin c'est pas communisme. C'est pas le communisme, c'est-à-dire l'étatisation absolue. Absolue, non, pas du tout. Et donc promotion de la propriété privée au niveau des individus. Ça c'est une chose. Et bien ce socialisme du XXIe siècle, il se fonde sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est le fait que c'est une révolution au départ militaire. Ça peut surprendre, mais quand un journaliste uruguayen demandait il y a 2 ans à Hugo Chavez « Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous après votre mort ?» Hugo Chavez répondait que j'ai été un soldat de ma patrie. Cette réponse-là, faut bien l'analyser, faut bien y réfléchir, parce que ce qu'ont tendance à faire les mouvements de gauche français qui soutiennent Hugo Chavez, c'est de pas donner foi à ce qu'il dit en fait. C'est-à-dire, c'est Hugo Chavez, on utilise son image, mais en réalité son discours, ce qu'il disait, on s'en fout. C'est ça en gros le soutien en France d'Hugo Chavez. Non, Chavez il disait, je veux qu'on retienne de moi que j'étais un soldat. Donc sa révolution, elle est centrée sur cette union civico-militaire. Les militaires jouent un rôle majeur dans la société vénézuélienne. Hugo Chavez a armé le peuple, ça faut le dire. Comme Kadhafi encore. Comme Kadhafi, bien sûr. De toute façon, tu vas retrouver toujours des tendances comme ça lourdes où Chavez s'inspire de Kadhafi. Mais donc la Russie est venue construire une usine de Kalachnikov au Venezuela. Donc les Vénézuéliens produisent leurs armes et sont armés au sein de milices bolivariennes. C'est-à-dire que
les Vénézuéliens, n'importe quel Vénézuélien de plus de 18 ans peut, s'il le souhaite, intégrer ces milices, s'entraîner tous les dimanches à utiliser les armes, à porter les armes, à un uniforme spécifique, la milice. Et Elle a quel rôle cette milice? cette milice, elle a pour rôle de défendre la patrie en cas d'attaque extérieure. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire que Chavez disait souvent, si vous nous attaquez, attaquez-nous. Mais c'est la guerre de 100 ans que vous aurez. Parce qu'ici, nous, tous les Vénézuéliens vont défendre la patrie en danger, quoi. D'accord, donc ça c'était un L'esprit gros... des soldats de l'an 2 de la Révolution. De la Révolution, c'est un gros avertissement Bien sûr. à toute invasion de l'OTAN. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, l'armée, c'est le premier pilier. D'accord. Le deuxième pilier, Chavez le dit, moi je prends Chavez au mot, j'écoute ce qu'il dit et je le prends au mot. Dans son dernier discours du 8 décembre, il dit Vénézuéliens, nation vénézuélienne, sachez que nous sommes des humains, nous sommes des révolutionnaires, nous sommes des socialistes, mais d'abord et avant tout, nous sommes des patriotes. Donc le deuxième pilier de la pensée et de l'idéologie d'Hugo Chavez et de sa révolution, c'est le nationalisme. D'accord, un nationalisme vraiment viscéral. Nationalisme, alors là, il faut vraiment faire une petite parenthèse, une petite explication, parce que en général, les attaques qui sont faites, c'est de dire non mais Hugo Chavez, pour lui, nationalisme, ça voulait dire patriote. Enfin, en gros, il cherche à étouffer Le côté nationaliste de à étouffer le Bonhomme. côté nationaliste de Hugo Chavez et à dire non mais en fait il veut dire patriotisme. Non, 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 non. Il n'oppose pas ces deux termes. Hugo Chavez utilise ces deux termes en pleine conscience. Le nationalisme, le patriotisme de Hugo Chavez, moi c'est comme ça que je l'ai compris en l'écoutant, je l'ai écouté des milliers d'heures, donc je peux vous dire que sa pensée, je la conçois de cette façon. Le patriotisme, c'est aimer son pays pour ce qu'il représente. D'accord ? On va aimer son pays pour la République, pour la démocratie, pour la liberté. On aime son pays, c'est pratiquement intellectuel. D'accord ? Alors que le nationalisme, donc Chavez était un patriote. Et le nationalisme, par ailleurs, ne s'oppose pas à ce patriotisme et le complète totalement. Et ce nationalisme, c'est aimer son pays, non pas pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire pour un mode de vie, pour un vivre ensemble, pour des paysages, pour un enracinement, une culture, pour un terroir, un savoir-faire. Et donc ça, c'est le nationalisme. Et donc, Chavez était un nationaliste. Et Chavez, c'était nationaliste. Bien sûr, quand il décrit son pays, quand il va partir pour Cuba, et qu'il a les larmes aux yeux en parlant de son pays, et qui dit une phrase, il cite un poème, et il dit j'emporte avec moi ta lumière sur ma peau et le peuple dans mon cœur. Venezuela, Venezuela, toujours le Venezuela. Mais ça, c'est du nationalisme. Mais alors maintenant, attention, nationalisme, ça ne veut pas dire méchant. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est un peu en France où on a cette vision. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est un gros mot nationaliste. bien sûr, c'est-à-dire que tout de suite, on dit nationaliste. ils ont créé un réflexe pavlovien qui consiste à que dès qu'on entend le mot nationaliste, on comprend exclusion de l'autre. Oui. Alors que Hugo Chavez démontre, il faudrait que les gens qui se disent de gauche en France et qui soutiennent Hugo Chavez et qui l'aiment à juste titre, mais qui par ailleurs votent Front de gauche par exemple, comprennent que Chavez, devant eux, fait la démonstration qu'il est possible d'être nationaliste sans vouloir exclure les autres. Chavez est l'exemple même du nationaliste internationaliste. D'ailleurs, le mot internationaliste, étymologiquement, à l'intérieur du mot, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que dans internationaliste, il y a nationaliste et que donc, pour être internationaliste, il faut qu'il y ait des nations. Sinon, on n'est pas internationaliste, on est inter rien du tout. Voilà. Si on est mondialiste, c'est peut-être ça on est mondialiste. Du coup, en fait, Chavez est parfaitement cohérent. Son idéologie a une cohérence globale qui à mon avis, est la meilleure synthèse qu'on puisse faire dans notre époque contemporaine. Un nationaliste patriote, internationaliste, c'est-à-dire qui aide. Il faut savoir que Chavez aidait pratiquement. D'ailleurs, ça lui était énormément reproché par l'opposition. Il aidait pratiquement gratuitement les pays des Caraïbes en leur donnant du pétrole, mais c'était donné en fait. C'est-à-dire que c'était des taux d'intérêt qui étaient très bas. Et les autres devaient rembourser sur des durées, mais genre 50 ans, le pétrole qui était donné maintenant. Vous voyez?
c'était pratiquement du don, parce qu'il suffit que le gouvernement change, enfin bref. Puis qu'ils respectent plus la dette. Bah oui, bien sûr. Mais Donc- c'est un pas énorme. Et ça aussi, c'est quelque chose de. Alors Chavez, je sais pas si je me trompe, mais est-ce qu'il n'a pas été un peu le vecteur d'unité du continent sud-américain? Il voulait cette unité des Sud-Américains et aussi avec les Caraïbes, qui parlait souvent des Caraïbes, il les incluait dans ce continent sud-américain. Bien sûr, bien sûr. Donc Chavez rêvait de ce projet de Simon Bolivar qui était l'unification de l'Amérique du Sud, mais qui n'a pas le même sens pour eux que ne l'aurait pour Attali l'unification de l'Europe. Il faut bien comprendre, faut que Pierre Hillard comprenne ça un jour. C'est que pour les Sud-Américains, s'unir, ça ne veut pas dire perdre sa souveraineté. Au contraire. Oui, parce que tu parles de Pierre Hillard, parce que justement Pierre Hillard est quelqu'un qui a émis effectivement des doutes sur les intentions de Chavez, parce que à cause de de ce projet d'UNASUR et de Mercosur, d'ailleurs, pour expliquer ce que c'est un peu, c'est une espèce de zone économique sud-américaine, un petit peu, alors on va dire un peu vaguement lointaine de l'Union européenne, mais quand même un peu sur les mêmes principes. C'est-à-dire. Non, c'est-à-dire c'est plutôt une complémentarité économique entre pays sud-américains. Il n'y a pas du tout cette notion de perte de souveraineté. Enfin, c'est vrai qu'il y a le Parlement latino-américain, à l'UNASUR. Mais ce Parlement latino-américain ne légifère jamais, n'a pas de pouvoir supérieur. Il n'y a pas de commission sud-américaine. Il n'y a pas de pouvoir supranational en Amérique du Sud. Un pouvoir. Alors après, là où je peux éventuellement rejoindre l'analyse de Pierre Hillard, c'est de dire que Chavez, peut-être avait-il des intentions qui étaient bonnes, unification de l'Amérique du Sud, complémentarisation, je ne sais pas comment on pourrait dire, économique entre les pays sud-américains, mais que ce projet-là, ces bases qu'il a fondées, si elles sont reprises par des gens mal intentionnés, pourraient amener à une Union européenne. Une Union européenne bis sud-américaine. Ça, bien sûr, c'est possible, tout est possible. Mais ce qu'a voulu faire Chavez, c'est pas ça. Après que les projets soient repris différemment, mais ça, Chavez n'y peut rien. Il fait les choses telles qu'il les conçoit et avec les meilleures intentions du monde. Et puis qu'après, si un siècle après lui, quelqu'un fait partir de cette base, fait autre chose, et puis ces pays, c'est la même chose pour tous les leaders bien sûr, dans le monde. Mais ces pays sud-américains, en plus, ils partagent quand même une base commune. J'ai envie de dire, beaucoup plus forte que les pays d'Europe, puisque ils parlent tous l'espagnol déjà, ils ont tous une histoire. Il y a une base linguistique, il y a une base historique, culturelle, mais la base historique est très importante. Très importante, ouais. C'est-à-dire cette soumission au colonialisme pendant 500 ans, dont c'est pas eux qui vont pas se plaindre en permanence, vous nous avez colonisés, non, c'est pas du tout ça, ils sont pas dans cette logique-là. Ils sont dans la logique, écoutez, ok, ça s'est passé, maintenant nous on va s'unir pour pas que ça se reproduise. Comme ça, si un jour un pays est attaqué, il faut voir la réaction de Chavez pour les îles Malouines, qui sont argentines, mais qui sont aujourd'hui colonisées par l'Angleterre. Ouais. Vous avez vu la réaction de Chavez là-dessus? Non. Il y a une vidéo? Bien sûr, je l'ai pas vu. Non. Je crois que tu l'as vu. Par contre, et donc... ça aurait été vraiment une bonne transition. Mais non, il dit en gros, si l'Angleterre attaque l'Argentine, nous on va aller là-bas, on va attaquer. Nous on est avec vous. Moi, Christina Kirchner, moi je suis avec toi. Il dit ça. Mais c'est très fort cet engagement. Vous imaginez un dirigeant qui dit si vous attaquez ce pays, moi je suis là et j'attaque aussi. La dynamique que ça peut amener dans un continent, quelqu'un qui dit ça, parce que finalement c'est le premier, celui qui a le courage de dire ça le premier. Derrière Morales, il suivait, tout le monde suivait derrière en fait, en réalité. Le continent entier pouvait entrer en guerre si l'un des pays était attaqué. C'est ça le principe. Et ça, c'est une nouveauté, parce qu'effectivement... Une nouveauté absolue. C'est presque, effectivement, une réaction comme ça, un peu d'unification face à l'impérialisme. Une fraternité, en fait. C'est une fraternité. C'est-à-dire que, si je pouvais comparer avec l'Union européenne, nous, on a un contrat de mariage avec les autres pays. On est mariés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir facilement. On est liés, on est pieds et poings liés aux instances supranationales européennes. Eux, non. Eux, c'est un sentiment de fraternité. Ils ne sont pas mariés, ils sont frères. C'est vrai que donc ça part vraiment de deux bases différentes. Donc, c'est deux philosophies totalement différentes qui sont incomparables. D'accord, donc il n'y a pas ce côté mondialiste chez Chavez, donc c'est plutôt un internationaliste. C'est un internationaliste au sens bien compris du terme, c'est-à-dire nationaliste, puisqu'il faut être nationaliste pour être internationaliste. Donc un nationalisme émancipateur,
un nationalisme ouvert. Et ça, c'est l'exemple que montre Hugo Chavez aux Français. Et moi, c'est en grande partie, je vous le dis, c'est en grande partie pour montrer cet exemple, pour montrer que c'est possible, que j'ai traduit Hugo Chavez et que j'ai fait ce travail de traduction pour essayer d'irriguer le débat français de ce nationalisme totalement différent et sain, en fait, pur. Parce qu'il y a aussi une part, alors justement, bon, on a beaucoup parlé, la part mystique, parce que Chavez, c'est un grand chrétien, il est... Premier pilier, l'armée. Deuxième pilier du socialisme bolivarien, c'est le nationalisme. Troisième pilier, c'est le christianisme. Donc Chavez, avant d'être tout ce que je vous dis, c'était un fervent chrétien. D'accord ? On a des témoignages, il priait notamment dans les derniers jours de sa vie, bon c'est normal, il savait qu'il allait mourir bientôt, il priait énormément tous les jours avec une ferveur que vous pouvez imaginer. Il disait c'est grâce au Christ que finalement j'ai pu faire tout ça, parce que je suis allé de miracle en miracle, je vous l'ai dit tout à l'heure dans son dernier discours, réécoutez-le. Donc il y a une mystique, il a développé une mystique chrétienne, mais inspirée de la théologie de la libération. C'est-à-dire qu'il entrait très souvent en opposition avec la hiérarchie catholique. Hein. Il a dit pique-pendre en face, hein, directement, à l'Assemblée nationale. Moi je l'ai vu le dire à l'émissaire de l'Église catholique qui était présent dans son discours de début d'année. Vous là, vous qui faites ces choses-là en gros, qui défendez des idées, parce que l'Église catholique au Venezuela défend la droite, défend la droite entre guillemets, défend l'opposition. Et d'ailleurs était impliqué dans le coup d'État en 2002. On voit dans le documentaire, La Révolution ne sera pas télévisée, on voit des hommes, des curés qui sont là-bas, des hauts dignitaires de l'Église catholique. Et donc lui, il entrait en opposition et soutenait les curés de la base, qui suivaient la révolution, qui étaient derrière Chavez, qui étaient avec Chavez, des villages, des quartiers, etc. Ces curés-là, il les soutenait très clairement. Et donc, par ailleurs, dans sa vision du socialisme, d'ailleurs, je crois qu'il va falloir mettre une vidéo bientôt. Ah bah oui, on peut faire une petite transition. Pas tout de suite, mais après ce que je vais dire, qui va introduire la vidéo. La vidéo s'appelant Chavez, morale et amour. D'accord. Donc, on voit très bien, on voit très clairement que pour Chavez, le socialisme et le christianisme sont une seule et même chose pour lui. Ah oui. Il le dit. Il est très clair dans ses propos. Donc voilà, peut-être qu'on peut voir la vidéo. Eh ben, on va regarder cette vidéo. Si la régie est calée, elle nous fait un signe. Elle est calée, c'est parfait. Donc on regarde cette vidéo de Chavez et on se retrouve juste après sur la libre antenne. Restez connectés. ¿Cuál es el primer frente? Yo lo pongo siempre de primero porque me parece que es el más importante. El frente moral, la ética. La ética, mire, anoche en la hojilla, tarde estaba yo viendo la hojilla, una parte. Y entonces Mario estaba colocando una grabación de un programa de un canal escuálido, donde una persona llamó desde San Cristóbal. Una persona de los sectores medios. La esposa de ese señor, bueno, se contagió en un viaje que hicieron, creo que a Estados Unidos, con la gripe A. Ya tenemos varios casos aquí, 25 casos confirmados. Aquí tenemos todas las personas, están ubicados en su casa, están con el tratamiento, las indicaciones, atención. Ah, pero por allá en San Cristóbal, en una urbanización de esas llamada clase media, la llamada clase media, que yo no quiero hablar más de clase media, no quiero hablar más de clases, porque aquí no hay ciudadanos de primera, es decir, la clase alta. Alguien me dice clase alta, los pobres, altos en esperanza, altos en amor, ricos en grandeza. Entonces resulta que los vecinos quieren echarlo. ¿Ustedes no oyeron eso anoche? Fue tarde, medianoche, estaba Mario con eso. Los vecinos, miren que lo agreden porque la señora está contaminada. Incluso los médicos le mandaron abrir las ventanas para que ventile. Cierre las ventanas, no habrá... Una locura, ¿vale?
y que lo van a echar, amenazándolo con echarlo de la urbanización. Entonces este hombre llama a un programa de televisión y dice, Dios mío, ¿en qué país vivo yo? ¿Dónde está mi país? Bueno, esa es esa cultura, ¿ves? Egoísta, individualista. Mario Silva anoche dijo una gran verdad. Si esa señora estuviera enferma en un barrio pobre, le lloverían ayudas de los vecinos, le lloverían ayudas, solidaridad. Solidaridad, pero ahí lo que priva es el egoísmo, la cultura egoísta, individualista. Y como él dijo, bueno, esta gripe pasará, pero esto que a mí me está pasando me hace reflexionar sobre esto que vivo aquí, que vivimos nosotros. Bueno, vaya nuestra solidaridad a todas las personas, y no solo que tengan la gripe A. Vamos por ellos, ayudarlos. Sino los que tienen SIDA, vamos por ellos y por ellas a darles la mano, son nuestros hermanos. Todos. El pordiosero, el que está en la calle, el que cayó en la droga, vamos por ellos, son nuestros hermanos. No nos importa si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro. Son hermanos nuestros. Entonces digo, el primer frente de batalla a trabajar en la comuna en construcción es el moral. Y eso pudiéramos resumirlo en una frase: la conciencia del deber, la conciencia del deber social, la conciencia del deber social. Y si queremos decirlo con Cristo, amaos los unos a los otros. El amor social, no el egoísmo. Y los códigos morales, los códigos y los principios de la vida y los principios del socialismo. Lo moral, decía Bolívar, moral y luces, nuestras primeras necesidades. Lo espiritual, hay que trabajar eso bastante, porque nosotros, más allá o más acá, estamos infectados. No de la gripe A, que Dios nos cuide a todos y que se recuperen pronto todas estas personas. Estaremos ahí respondiendo por ellos y con ellos. Nosotros estamos infectados de los valores viejos, del egoísmo, del capitalismo, de la fragmentación de la sociedad. Nos envenenaron pues desde niños. Vamos por ese veneno y vamos a hacernos como un exorcismo y vamos a hacer praxis social. Hay que hacer trabajo voluntario allá donde estemos construyendo la comuna, mucho antes de estar pensando en la solución de los problemas, que tendrán muchos y que bueno, nos van a dar unos recursos que son importantes, pero ustedes tienen que comenzar ahí desde abajo, potenciando el amor social, la conciencia del deber social. Ahí lo resumo: el frente moral y los valores del socialismo, que para mí, así lo digo, esa es una opinión muy mía, muy personal, respondo por ella. Para mí los principios del socialismo son tal cual los principios del verdadero cristianismo: la igualdad, el amor por los demás, el sacrificarse uno incluso por los demás. Eso es imposible en el capitalismo. Por eso creo que Cristo fue uno de los más grandes socialistas de la historia. Seamos como Cristo, seamos como Bolívar, seamos como el Che, seamos como Manuela Sáenz, seamos verdaderos humanos, pues. Potenciemos los valores humanos, el amor humano. Cette vidéo de Chavez, elle montre bien donc la dimension chrétienne, morale, spirituelle de sa révolution, donc qui était très importante et qui est complètement, on va dire, à l'opposé des soutiens politiques qu'il trouve en France, qui sont représentés essentiellement par
le NPA, le Front de gauche, qui veulent on va dire, se référer à cette révolution bolivarienne. Bien sûr. Et pourtant, ces partis-là sont particulièrement anticléricaux, anti-religion. Alors je suis inépuisable sur ce sujet. Donc, Alors explique-nous, parce que ça nous intéresse. parce que je me suis confronté moi-même à la violence de ces groupes qui prétendent soutenir Chavez et qui en réalité, ce qu'ils font, c'est me combattre moi, qui propage, essaie de diffuser la parole de Hugo Chavez. Donc je suis un exemple vivant de cette contradiction. Donc ce qui se passe en réalité, c'est qu'Hugo Chavez, si vous avez bien compris sa pensée, à partir de ces 3 piliers, c'est quelqu'un qui est révolutionnaire sur le plan économique. Il veut renverser la pyramide, donner le pouvoir au peuple, répartir les richesses, ce qui est profondément chrétien, et ça on l'a compris. Donc il est de gauche, si j'ai envie de dire, d'un point de vue économique, et du point de vue sociétal, étant donné le contexte sud-américain, l'histoire de l'Amérique du Sud, et aussi lui ses prédispositions personnelles, qui est très croyant, c'est un militaire, cette notion de la verticalité, lui-même Chavez dit qu'il a des maîtres, il n'est pas ni Dieu ni maître, il a et un Dieu et des maîtres, Chavez. Par exemple, Jacinto Pérez Alcay, qui lui est venu lui donner à la prison son bouquin de Zarathustra, il le disait très souvent, c'est mon maître, etc. Donc lui-même dit qu'il y a des gens qui l'ont influencé. Donc Chavez, si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, d'un point de vue sociétal, en France, si on utilise les catégories du système, il serait classé à droite. Voire extrême droite. Voire extrême droite. C'est un conservateur. Il est conservateur, Chavez. Comme d'ailleurs, il puise ses racines idéologiques chez Perón, le général Perón, président d'Argentine par 2 fois dans les années 50 et dans les années 70, qui a été lui-même formé sous l'Italie fasciste. Encore une fois, Chavez n'avait pas peur de citer le général Perón. Chavez comprenait très bien ces liens idéologiques, il les comprenait très bien, il avait une culture historique extrêmement grande, très importante, et il savait très bien de quoi il parlait. Il ne confondait pas les choses comme le font les antifascistes français. Et donc, par exemple, aussi Gaëtan, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était aussi pour la restauration morale, il était très conservateur. Donc Chavez et cette synthèse entre, d'une part, un point de vue économique radicalement de gauche et un point de vue sociétal de droite. D'un point de vue français, mais qui en réalité est de gauche, si on comprend bien. C'est-à-dire c'est être réactionnaire à la décadence qui est révolutionnaire. C'est ça qui est révolutionnaire. Parce qu'en plus, le capitalisme, c'est la consommation incontrôlée, c'est plus de morale. C'est tout ça, le capitalisme se nourrit de la destruction de la famille. Mais historiquement, même le Parti communiste français était nationaliste à la base. Nationaliste, mais là je parle des valeurs. Des valeurs, ouais. Du point de vue des valeurs, par exemple, Chavez était contre le mariage gay, il l'a dit très clairement. Cette vidéo, j'aurais dû la traduire au moment de l'histoire de... J'ai pas eu le temps de le faire. Mais j'aurais dû la traduire. Il est contre le mariage gay, Chavez. Il faut que les gens qui votent Front de gauche comprennent cela. Et l'intelligence de le comprendre, pas forcément de partager l'opinion de Chavez. Ils ont le droit d'être pour le mariage gay, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais il faut qu'ils comprennent bien la pensée de Chavez. Sinon, on n'est plus dans l'objectivité, on est dans la subjectivité, dans la récupération. Une espèce de folklore quasiment, parce que on a des t-shirts Chavez, voilà, alors à ce moment-là, alors moi je suis d'accord avec eux. Chavez, c'est un t-shirt. On en fait un t-shirt dépourvu de sens. On le vide de toute sa substance révolutionnaire, puisqu'on ne comprend pas son discours, donc on passe dessus. Chavez nationaliste, ça on enlève. Chavez chrétien, ça non mais on l'enlève. Chavez quoi d'autre, nationaliste, chrétien, militaire. C'est un militaire, non mais ça c'est pas grave, on ferme les yeux. Mais alors tu fermes les yeux sur tout. Il reste plus grand chose. Alors Chavez c'est plus rien en fait. Chavez c'est un t-shirt. Ok, à ce moment-là d'accord. Eh ben non, moi je suis là pour dire, non, Chavez c'est pas un t-shirt, Chavez c'est une pensée qui est opérationnelle, une pensée révolutionnaire qui pourrait, si elle était appliquée, y compris en France, moi je vais jusque là, parce que donc là on revient sur le sujet de la France, et si elle était appliquée en France, bien sûr, en prenant en compte les spécificités de la France, qui n'est pas un pays avec du pétrole, ça je le sais évidemment, enfin, mais cette pensée-là, c'est-à-dire une gauche radicale du point de vue économique, et une pensée conservatrice d'un point de vue sociétal, c'est là ces deux fondements
d'une pensée révolutionnaire réellement anti-système. Parce que le système est à la fois de droite économiquement, c'est-à-dire pour le grand capital, les multinationales, etc. Et le système est de gauche sociétalement. On le voit à la télé, il faut regarder la télé. Bien sûr. Tout le monde à la télé et pour le mariage gay, tout le monde à la télé et pour, j'en sais rien, moi, l'avortement, etc. Donc en fait, la clé de lecture de Chavez, c'est ça. Et moi, je pense que sa pensée est révolutionnaire. Elle est révolutionnaire au Venezuela, sa pensée. Et sa pensée, elle est révolutionnaire en France. C'est-à-dire que moi, j'élève Hugo Chavez à un niveau bien supérieur que ne le fait un Mélenchon. Pour lui, Hugo Chavez est révolutionnaire au Venezuela et dans sa savane. Et sorti de sa savane, Hugo Chavez, c'est plus tout d'un coup, c'est pour lui, s'il était sincère, il dirait, moi, Hugo Chavez en France, je serais contre. Bah oui. Oui, s'il était sincère, un mec qui prend le pouvoir par la force, qui essaie de prendre le pouvoir par la force, qui est militaire, nationaliste, chrétien, et qui revendique. Mélenchon, ce serait le premier ennemi de cette personne. En fait, objectivement. Et moi, je demande vraiment, moi, je veux faire un débat contradictoire avec quelqu'un du Front de gauche qui soutient Hugo Chavez. L'appel est lancé. Moi, je veux faire un débat contradictoire avec quelqu'un d'honnête et qui vienne me démontrer le contraire de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que non. Que je sais pas, que j'ai tort ou que non, qu'en fait, je sais pas, qui défendent ses idées devant moi et qu'on ait un débat à la loyale. Oui, parce que les groupes, autant le dire, le Front de gauche, le NPA se réclament des chavistes français. Alors, le NPA, en fait, il faut vraiment être sincère, le NPA pas vraiment en fait. Par la voix de Besancenot un peu. Non, Besancenot non. En fait, il n'en parle pas. Ni il l'attaque, ni il en parle. Il essaye de faire des filiations avec Chavez. Moi, je l'ai vu faire des références à Chavez, mais bon, des références, comme on dit. Je savais pas. Ça, il fait une référence en disant, oui, voilà, comme Chavez, en s'en servant un peu comme le modèle d'une révolution, en tout cas, qui a fonctionné dans un pays. Il prend, le Venezuela, Chavez. Évidemment, il ne va pas dans le fond des choses. Bien sûr, parce que s'il allait dans le fond des choses, il trouverait cette vidéo qui s'intitule, mon cher Stéphane, pourquoi le NPA n'est pas chaviste, et qu'on va voir immédiatement et on va tout de suite comprendre. On va comprendre tout de suite pourquoi le NPA n'est pas chaviste. Encore beaucoup d'ennemis à l'horizon, certainement qui ne vont pas apprécier cette vidéo. À vous, la régie. A pesar de esa juventud, sabe mucho. Yo la veo hablando ahí, la felicito. Es un ejemplo para la juventud que está gritando por allá con su pasión. A estudiar, muchachos, a estudiar, a estudiar. A sentir la patria en las vísceras, muchachos. Y se lo voy a decir con estas palabras, a pesar de que cada vez que yo hablo así, la burguesía se espanta y dice, ay, ¿qué dirán mis amigas del country? Se lo voy a decir así, muchachas y muchachos. Hay que sentir la patria hasta en los ovarios y hasta en los cojones. Hasta allá hay que sentir la patria. Ahí está la patria, en los cojones y en los ovarios, en los huesos. Hay que sentirla, amarla, para poder percibirla, pensarla y crearla, hacerla, parirla. Y nos informan en este momento que ahora mismo... De retour sur la libre antenne. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur cette vidéo? Parce que là, on a bien vu, la patrie, elle est dans les couilles et dans les ovaires. Ça, c'est du Chavez. Donc, c'est aux antipodes, effectivement, de l'idéologie de l'extrême gauche française. De toute façon, c'est très simple. Le désamour de la patrie amène à se faire dominer par toutes les puissances possibles. Que ce soit les puissances économiques, les puissances politiques, un peuple qui n'aime pas profondément son pays ne résiste pas à l'impérialisme. Il en a rien à foutre. On va manger à McDo, on regarde Hollywood, et puis en fait ça ne nous touche pas. Du coup c'est la voie royale du capitalisme, le désamour de la patrie. Donc du coup ceux qui sont antinationalistes,
comme le sont le NPA ou le Front de gauche. Ce sont des idiots utiles du système, totalement. Et le discours de Chavez est révolutionnaire dans la mesure où quelqu'un qui aime son pays, forcément, va résister, ne va pas supporter de voir la France, par exemple, à genoux devant les États-Unis, ne va pas supporter de voir la France, de voir, par exemple, quand on apprend que les Français sont mis sur écoute. Vous avez vu la réaction de François Hollande ? Oh, c'est pathétique. Ouais. C'est absolument pathétique. Moi, je voudrais qu'on voit la réaction d'un président nationaliste, d'un président qui aime son pays, quand il y a une question comme ça internationale et qu'il est touché par ça. D'accord, tu as une petite vidéo sur ça ? Bien sûr. Cette vidéo, c'est Chavez, allez au diable, Yankee de mierda. Le titre, tout est dans le titre. À vous la régie. Ah, c'est pas calé, donc vous voyez, tout n'est pas encore au point des petits coups de fouet nécessaires toujours pour remettre, on va remettre du chavisme nous aussi dans Méta TV. Voilà. Un peu de chavisme pour faire partir les émissions. Ah voilà, c'est prêt. Vous voyez, ça marche. Y nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir, ¿qué hora es? Son las 7:15. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah,
Salam aleikum. Ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Oui, de retour donc sur la libre antenne après cette vidéo de Chavez. Hein, alors là, c'est... Je crois que c'est très clair. on ne peut plus clair. Hein. Le message, il est simple. Il est on ne se bat bien que pour les choses qu'on aime. C'est ça que nous dit Chavez. Donc le nationalisme est révolutionnaire. En fait, révolution et nationalisme, pour moi, dans ma vision des choses, c'est une seule et même chose. D'accord. Ça, c'est Voilà. c'est quelque chose de fort ce que tu dis, parce qu'effectivement, là, on comprend bien que voilà, ce qu'a mené cette révolution au Venezuela, donc c'est porté par un nationalisme. C'est C'est un nationalisme pilier essentiel. d'émancipation. Ouais. C'est un nationalisme viscéral, un attachement à son pays, à son histoire, à sa culture. C'est ça. Et ça, c'est sa ligne de conduite. Et en opposition donc, à cette volonté de domination impériale des États-Unis, ce qui nous mène à justement à basculer sur cette politique internationale de Chavez, qui était le volet aussi qui lui a de jeter cette réputation d'être l'ennemi féroce de l'Empire américain, puisqu'il a retourné par ce genre de discours. C'est un point de divergence fondamentale avec les mouvements de gauche français, Tout à fait. Oui. qui se disent de gauche. C'est la politique internationale. Ils soutiennent Chavez, Mélenchon soutient Chavez, mais par ailleurs est contre. A voté contre Kadhafi, a voté contre Kadhafi, a voté a voté pour la guerre contre la Libye, pardon. Oui, voilà, parce qu'il était le soutien de Kadhafi, clairement, il l'a évoqué. Bah, c'était plus que le soutien, ils étaient frères. Ouais. Ils étaient frères. Moi, sur cette question précise, je veux dire que l'un des derniers messages diplomatiques qu'a envoyé Kadhafi à l'étranger, c'est à son frère Chavez. Et c'est un mot en arabe, traduit au Venezuela. C'était deux phrases. C'était je vais mourir comme le Che, je vais mourir en martyr. C'était l'un des derniers messages diplomatiques qu'a pu envoyer Kadhafi. Il ne l'a pas envoyé à Sarkozy, il l'a envoyé à Chavez. Et je sais très bien que Chavez est très fortement influencé par Kadhafi depuis qu'il est cadet en fait. Donc c'est très ancien, donc qu'on vienne pas me dire que c'est une alliance de circonstances, comme le fait le Front de gauche, que c'est juste une alliance comme ça, que le Kadhafi a financé Chavez quand il était dans la campagne présidentielle en 98, je crois que c'est la théorie du complot qui sort. Non, pas du tout. Il y a vraiment un lien très fort entre eux. Et ça, on peut peut-être même le démontrer par une petite vidéo. Eh ben allons-y. Très courte. Ouais. Cette vidéo, c'est Chavez donne son avis sur la mort de Kadhafi. Ah, ça c'est une vidéo qu'on vient de me dire assez connue en plus. Voilà, cette vidéo elle est très très connue. Chavez donne son avis. Alors là, la régie est calée, vous voyez, ça fonctionne le chavisme ici. On va faire un coup d'état ici. Donc allons-y, cette vidéo de Chavez et puis on revient juste après. Seguramente lo van a matar. En un caso así, Chávez, hay que morir. Y bueno, lamentablemente se confirmó luego la muerte de Gaddafi. Lo asesinaron. Bueno, un atropello más a la vida. ¿Qué más se puede decir? ¿Cómo cree que a partir de ahora será Libia? Ahora, más allá de Gaddafi, a quien recordaremos toda la vida como un gran luchador, como un revolucionario, y bueno, y un mártir ahora. Más allá, esa historia en Libia está comenzando apenas. Está comenzando apenas, porque ahí hay un pueblo, ahí hay dignidad, ahí hay dignidad. El imperio yanqui no podrá dominar este mundo. Ahora, lo más lamentable es que en su empeño por dominar el mundo y sus aliados europeos
lo que están es incendiando este mundo. Aquí, por eso pido a Dios y al Cristo de la Grita, por la paz de Venezuela, por la paz de América Latina, para que logremos blindar este continente latinoamericano de guerras, de invasiones, de golpes de Estado, y sigamos construyéndonos y que nos respeten nuestro derecho a ser libres, a ser independientes, tanto los yanquis como sus aliados europeos, que ahora pretenden volver por su fuero, de viejos imperios, de viejos y horrendos imperios. De retour, apparemment, voilà, une petite feinte. On nous a surpris, hein, le retour était plus rapide que prévu. Donc là, on a bien vu Chavez, voilà, clairement opposé effectivement à la guerre en Libye, à cet impérialisme. Qu'on vient de me dire que dans cette vidéo, il n'était pas sincère en fait. Ah ouais. Parce que c'est ce que disent en gros ceux qui soutiennent Chavez sans soutenir Kadhafi. Il y a un problème fondamental dans leur soutien international à Chavez. C'est celui-ci, sur la Libye. On l'a vu, il a voté pour la guerre en Libye, Mélenchon. Clairement. Mais aussi pour la Syrie. Ouais. Pour la Syrie, Mélenchon, jusqu'à une époque assez récente, s'est exprimé pour un blocus économique. C'est vrai, il s'est toujours exprimé contre la guerre en Syrie, enfin, du moins officiellement. Mais pour un blocus en Syrie quand même, pour faire tomber Bachar el-Assad. Et il n'a jamais varié dans cette position. C'est-à-dire qu'il est toujours actuel, à l'heure actuelle pour un blocus de la Syrie. Et pour la chute de Bachar el-Assad qui était également un des alliés majeurs de Hugo Chavez. Finalement, les intérêts de Chavez sont très mal représentés par cette force politique française en France. Et les cas les plus flagrants en plus, c'est par exemple Ahmadinejad. Ahmadinejad, c'était lui aussi un frère d'Hugo Chavez. Ils se connaissent depuis 2000, avant même que Ahmadinejad soit président de l'Iran. Ils se connaissaient parce que Chavez avait fait un voyage en Iran dans le cadre de la réactivation de la politique de cartel au sein de l'OPEP. Il avait rencontré tous les leaders arabes, etc., mais y compris Saddam Hussein. Et il avait rencontré Ahmadinejad quand il était maire de Téhéran. Et c'est à partir de là qu'un lien d'amitié s'est noué entre eux, mais un lien d'amitié. C'est pas encore une fois une alliance de circonstances, comme veut le faire croire. Ça, c'est la mythologie, enfin la réécriture de l'histoire par l'extrême gauche française, qui réécrit l'histoire, qui les arrange. Non, il y avait un lien d'amitié très fort. On a vu les images de Ahmadinejad embrassant le tombeau d'Hugo Chavez à sa mort, à ses obsèques. Moi, j'y étais avec mon camarade Stéphane, que je salue. Et on a vu Ahmadinejad prendre dans ses bras la mère de Hugo Chavez, ce qui a créé un tollé en Iran. Donc tout ça, c'est pas fin, c'est pas une alliance de circonstances pour moi. Et puis la Russie, pareil, le très grand allié, le soutien inconditionnel d'Hugo Chavez, c'est la Russie. La Russie qui, pour l'armement, pour les structures économiques, en tant que conseiller aussi dans tous les domaines, la Russie de Poutine a aidé énormément Hugo Chavez. Donc on a là en fait l'axe réellement de résistance à l'Empire, il est là. C'est pas l'axe Mélenchon-Correa, c'est l'axe Hugo Chavez, Kadhafi, Ahmadinejad, Poutine et Bachar el-Assad, clairement. Donc en fait, l'anti-impérialisme de Mélenchon, c'est un anti-impérialisme de façade. Il utilise simplement la figure d'Hugo Chavez pour dire à sa gauche, voilà, moi je suis un révolutionnaire, mais en réalité, il ne touche jamais aux intérêts réels de l'Empire, en s'opposant de manière forte à la politique impériale des États-Unis, voilà, au Moyen-Orient, en Russie. Et en plus, c'est une falsification de la réalité historique et la réalité la nature même du régime vénézuélien, puisque par exemple Mélenchon, lui, se réclame un peu de cette révolution bolivarienne. Il se l'accapare un petit peu. Il se l'accapare même totalement, d'un point de vue médiatique. C'est lui, celui qui est censé incarner les idées révolutionnaires sud-américaines. Il est censé les incarner. Ouais. Bah, il incarne quoi? Il incarne rien du tout en fait. Parce que les idées sud-américaines, c'est le contraire de Mélenchon. Bah oui, là on l'a démontré que Mélenchon est loin de l'idée de nation, loin de l'idée de religion, loin de l'idée d'armée. Finalement, il est très loin de cette ces alliances internationales. Ouais, en fait, non, loin de tout. Loin de tout. Parce que, alors voilà, pour continuer donc sur cette
ce Chavez à l'international. Alors, on a vu les liens avec la Libye, les liens avec l'Iran, les liens avec l'ensemble, on va dire, Même d'un point de vue... Parce que même ici, ils disaient, bon, on est contre ces alliances internationales, et ils disent, nous, on le soutient, donc je vais me mettre à leur place, on le soutient pour ce qu'il a fait à l'intérieur de son pays. Ok, bon, d'accord, on va dire que c'est pas valable, parce qu'il y a une cohérence globale dans Chavez, on peut pas le découper en morceaux, vous imaginez bien. C'est pas le genre de personne qu'on coupe en morceaux, qu'on découpe, ah, je prends ça, ça je laisse, je fais ma sauce, non. Mais admettons, je prends Chavez uniquement pour sa politique intérieure. Mais sa politique intérieure, qui construit les logements de la grande mission logement? Qui les l'aide d'un point de vue militaire? C'est la Russie. Les logements, c'est l'Iran. L'usine de vélo sous laquelle était censé y avoir des missiles, c'est qui? C'est l'Iran. C'est tout cet axe qui a aidé Chavez dans sa politique intérieure. Donc vouloir soutenir Chavez dans sa politique intérieure indirectement, c'est soutenir ceux qui l'aident. Enfin, si on est logique, si on va jusqu'au bout. Si on va au bout de la logique, parce qu'il faut aller au fond des choses, c'est ça. Donc eux, en fait, ne soutiennent rien, ni politique intérieure, ni politique extérieure, ni idéologie de Hugo Chavez. Ils ne soutiennent rien. Ils utilisent son image comme un t-shirt, comme ils l'ont fait avec le Che d'ailleurs. Mais quelque part, est-ce qu'il la torpille pas un peu en France? Il ne brouille pas le véritable message de cette révolution? Il le brouille totalement, mais je pense que c'est le but. Le but, c'est que les idées de révolutionnaires s'arrêtent aux frontières des pays dans lesquels ces idées sont développées. C'est ça le but. Et à mon avis, la gauche et l'extrême gauche française, c'est le barrage. C'est récupération, dénaturation, voilà. Et oubli, aux oubliettes, les idées révolutionnaires. Parce que finalement, j'ai envie de dire, Chavez, il sera à l'orée de groupes aujourd'hui qui ne sont absolument pas d'extrême gauche, quoi qu'il arrive. Que l'extrême gauche est très loin des idées représentées par Chavez. Quoi. Bien sûr, voilà, on l'a dit. Hein. Donc ça, moi, je suis prêt à débattre avec quelqu'un du front de gauche. Voilà. L'invitation est lancée. Là. Et donc, tu voulais nous parler, voilà, pour continuer dans ce Chavez à l'international, en particulier donc sur le continent sud-américain, parce que sur le continent sud-américain, il y a l'ALBA. Ça, c'est un projet qui était très cher aussi à Chavez. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là, de l'ALBA?